Bonjour, je m'appelle Laure, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée dans les troubles digestifs, notamment le syndrome de l'intestin irritable et tout ce qui est les MICI, les maladies de Crohn et les RCH, et après dans l'alimentation végétarienne et l'alimentation du sportif. Alors, le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang, également appelé hyperglycémie. Cela résulte d'un dysfonctionnement du pancréas, qui est l'organe producteur d'une hormone appelée l'insuline. L'insuline, elle est essentielle pour maintenir un taux de sucre constant dans le sang. Elle permet aux cellules de l'organisme d'absorber le sucre circulant dans le sang et aussi de l'utiliser comme source d'énergie. Si l'insuline est en quantité insuffisante ou si elle est inefficace, le sucre s'accumule dans le sang, entraînant une hyperglycémie. Ce phénomène peut avoir des conséquences graves sur la santé à long terme, notamment des complications au niveau des petits vaisseaux sanguins, des yeux, des pieds, du cœur et des reins. Il existe deux principaux types de diabète, le diabète de type 1 où le pancréas ne produit plus d'insuline et le type 2 où le pancréas produit moins d'insuline et les cellules de l'organisme ne répondent pas efficacement à l'insuline. Alors, les symptômes du diabète sont une augmentation importante de la soif, de jour comme de nuit. On a l'impression de ne pas arriver à étancher sa soif, des besoins fréquents d'uriner, notamment parce qu'on boit beaucoup, donc forcément il faut aller éliminer. Une perte de poids malgré un appétit accru, donc on n'arrive pas très bien à l'expliquer, et une fatigue importante. Le diagnostic se fait généralement par une prise de sang qui mesure le taux de sucre dans le sang. Et le diabète de type 1, le plus souvent, c'est diagnostiqué en présence de symptômes qui apparaissent brutalement, en quelques jours ou quelques semaines. Alors que le diabète de type 2, ça évolue souvent en silence, sans aucun symptôme pendant plusieurs années, car le dysfonctionnement, il s'accentue très progressivement. Et le plus souvent, le diagnostic du diabète de type 2 est fait par hasard à l'occasion d'une analyse de sang ou lors d'un dépistage de diabète. Le traitement du diabète, ça repose sur une approche qui est multidisciplinaire, qui comprend une alimentation adaptée, une activité physique régulière, médicaments, y compris l'insuline. Donc il n'y a pas de traitement unique contre le diabète, mais un ensemble de mesures qui composent le traitement antidiabétique. Non, alors là, il n'y a aucun lien entre les deux. Ce sont vraiment deux maladies chroniques, donc c'est-à-dire qu'actuellement, elles ne se soignent pas distinctes. L'une et l'autre, elles n'ont aucun lien. Par contre, il va y avoir des conséquences au niveau de l'alimentation quotidienne. Alors, l'alimentation, elle joue un rôle primordial dans le traitement du diabète. C'est la première mesure à mettre en place, car elle va permettre la digestion des aliments en nutriments. Et cette digestion, elle va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang tout au long de la journée par les apports en glucides complexes et en fibres alimentaires. L'insuline ne fonctionnant plus très bien ou plus, ça va être l'alimentation qui va prendre ce rôle de régulation tout au long de la journée. Alors, ça va être important aussi bien au niveau d'abord du diabète, donc lorsque le pancréas il ne peut plus remplir son rôle essentiel dans la production d'insuline, qui est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, l'alimentation elle devient cruciale. L'absorption des glucides complexes, qui est la source principale d'énergie, doit être régulée pour maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau optimal, ni trop élevé, ni trop bas. Donc cela implique de privilégier les aliments qui vont avoir un faible indice glycémique, qui va libérer le glucose dans le sang plus lentement. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça évalue la vitesse à laquelle un glucide il va élever la glycémie, donc à laquelle le glucide il va avoir un impact sur le taux de sucre dans le sang. Plus un aliment a un index glycémique élevé, plus il va se transformer rapidement en sucre lors de la digestion pour arriver dans la circulation sanguine. Il faut aussi tenir compte de la quantité consommée de l'aliment. C'est ce qu'on appelle la charge glycémique. La charge glycémique, elle prend en compte à la fois la quantité, mais aussi la qualité des glucides qui sont consommés d'un aliment. Alors, dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable,
On sait qu'environ 75% des personnes atteintes constatent que les FODMAP jouent un rôle dans le déclenchement des troubles digestifs. Ces FODMAP ils se trouvent dans de nombreux aliments, y compris les féculents et les fruits et légumes. Et pourtant, ces deux groupes d'aliments, ils sont vraiment indispensables pour l'équilibre de l'alimentation, particulièrement dans le traitement nutritionnel du diabète et du syndrome de l'intestin irritable. Donc, trouver le bon équilibre pour une personne atteinte du diabète et du syndrome de l'intestin irritable, ça peut devenir complexe. Donc, il est crucial de bien sélectionner soigneusement les aliments, contrôler les portions, planifier les repas pour pouvoir répondre aux besoins nutritionnels de ces deux pathologies. Pour réduire les FODMAP et maintenir un taux de sucre stable dans le sang, il est recommandé de limiter la consommation de sucre et de produits sucrés. Alors, nombreux de ces produits sont riches en FODMAP, comme le sirop d'agave, le sucre de coco, la plupart des confitures. Donc, c'est pas très compliqué de réduire sa consommation de sucre. Pour les fruits, le choix est plus limité. Il y en a plusieurs contiennent un ou plusieurs FODMAP, mais il est tout à fait possible de se faire plaisir en finissant son repas en dégustant un fruit. Il faut être juste vigilant dans son choix pour éviter le phénomène d'empilement des FODMAP sur le même repas. Alors pour les féculents, il est important de bien choisir les céréales consommées. Plusieurs aliments glucidiques à IG bas recommandés pour normaliser la glycémie, donc importants dans le cadre du diabète, sont riches en FODMAP, comme par exemple les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches. Ceux pauvres en FODMAP ont pour certains des index glycémiques qui sont élevés. Bon, alors là, c'est le casse-tête commence à ce moment-là, mais en fait, il faut beaucoup de facteurs, en fait, ils peuvent influencer sur l'index glycémique d'un plat, le mode de cuisson, les associations, les ajouts de fibres. Le choix du pain aussi est essentiel pour convenir au programme nutritionnel de ces deux pathologies. Il peut être consommé à différents repas de la journée, comme en collation, en version salée ou en version sucrée. L'importance des fibres. Les fibres, elles jouent un rôle complémentaire aux glucides complexes dans l'alimentation diabétique, mais sont également reconnues pour leur action prébiotique. Donc, il est essentiel d'en consommer très régulièrement, sous forme crue ou cuite, en entrée, en plat ou en dessert, pour modifier l'index glycémique, mais aussi pour réguler le transit intestinal. Donc, les fibres alimentaires font partie intégrante dans la composition des repas principaux. Alors, les collations, elles sont souvent préconisées dans la répartition journalière du diabétique. Alors, il faut éviter de consommer un fruit seul parce que cela peut avoir de l'incidence trop importante sur la glycémie. Donc, souvent, on va la combiner, pourquoi pas, avec un morceau de pain et une autre collation. Bien choisir ses fruits et ses légumes, mais aussi ses féculents avec un index glycémique bas et pauvre en FODMAP, c'est possible. Mais cela demande une certaine gymnastique, d'où l'intérêt d'être accompagné avec une diététicienne formée au protocole FODMAP pour éviter de se faire des nœuds dans le cerveau entre ceux qui sont pauvres en FODMAP et ceux qui conviennent pour l'alimentation diabétique et garder quand même un plaisir nutritionnel lors de nos repas.